et nombreuses. Alors, juste quelques micro-consignes avant de démarrer. Je vais vous demander de fermer vos micros pendant qu'on échange. Il y aura bien sûr, comme d'habitude, un temps d'échange avec notre intervenante Mathilde Rollinger à la fin de la présentation. Si vous avez des questions en cours de route, soit vous les notez dans un petit coin, soit vous pouvez les mettre dans le chat, mais on y répondra à la fin. On est ensemble jusqu'à 19h. Il y aura un replay proposé sur notre YouTube avec ton accord, Mathilde, si tu es d'accord. On enregistre la session et on la mettra en replay sur notre YouTube pour ceux qui ont raté ou qui veulent se faire le plaisir de la revoir. Et donc, je vous demande de mettre vos micros off pendant la présentation. Et il y a quelqu'un qui se charge de faire les gens que vous voyez arriver, donc vous embêtez pas avec ça. Donc moi, je suis Camille Labro, je suis la fondatrice de l'école comestible. Merci à tous et toutes de nous avoir joints ce soir. Et nous avons le plaisir d'accueillir pour cette 14e masterclass de l'école comestible, Mathilde Rollinger, qu'on ne présente pas, je pense, mais je vais quand même vous la présenter. Mathilde Rollinger s'occupe aujourd'hui des épices Rollinger, de la maison Épices Rollinger à Cancale. Elle a d'abord été avocate dans le monde de l'art avant de rejoindre la famille Rollinger et notamment de travailler auprès de son père et de son frère à Cancale autour d'une gastronomie merveilleuse et engagée. On va en parler évidemment dans le détail. Mathilde nous a aussi fait le grand plaisir de venir participer plusieurs fois à des ateliers, notamment la fameux atelier épices que beaucoup d'entre vous ici présents et présentes ont pu réaliser en école. C'est en grande partie grâce à Mathilde qu'on a développé cet atelier d'ailleurs à la base. Donc, on en parlera peut-être aussi. Et par ailleurs, Mathilde a aussi été un petit peu l'initiatrice, l'étincelle de démarrage de notre antenne à Rennes, qui est aujourd'hui super active grâce à son contact privilégié au démarrage avec Delphine, une enseignante qui a lancé les ateliers à Rennes et qui ont aujourd'hui été pris en main par beaucoup d'entre vous la connaissent, Laetitia, qui, si elle n'est pas encore là, va probablement se joindre ce soir, et qui est très active à Rennes aujourd'hui sur plusieurs écoles et plusieurs projets. Voilà, donc Mathilde fait quelque part partie de notre collectif déjà, mais on a beaucoup de choses à partager avec elle et à entendre d'elle. Et donc, Mathilde, est-ce que tu veux nous raconter, commencer par nous raconter un petit peu comment tu es arrivée dans ce merveilleux monde des épices? Merci beaucoup Camille déjà pour cette invitation. Je suis très heureuse d'être avec vous ce soir et de vous parler un petit peu de mon quotidien et de mon métier. J'ai beaucoup d'affection pour l'école comestible depuis le début de l'initiative qui grandit petit à petit et c'est formidable. Et encore bravo à Camille et puis à tout son équipage et à vous tous qui œuvrez pour cette cause fondamentale plus que jamais aujourd'hui. Donc moi, comment je suis tombée dans les épices? Alors je suis tombée dedans quand j'étais petite, comme on dit dans la marmite. J'ai eu la chance de vivre au-dessus d'un restaurant, puisque mes parents avaient le restaurant au rez-de-chaussée. Et donc, voilà, jusqu'à mes 6 ans, en fait, le quotidien d'avoir 2 fêtes par jour dans sa maison avec tous les bruits de cuisine, des cuisines, les bonnes odeurs qui vont avec. Donc, les épices me sont familières parce que très tôt, je fais un petit rappel historique. Mon père s'est mis à utiliser les épices quand il a ouvert son restaurant en 82. Et parce que grâce à un historien, au cours d'un dîner, comme quoi les bonnes choses se passent souvent autour de la table, un historien lui a dit, mais tu sais, il y a des épices à Saint-Malo dès le XVIIe siècle. J'ai retrouvé des traces dans les archives.
Et mon père a dit, bah, donne-moi la liste exacte de ces épices. Il y en avait 14. Il y avait à la fois des épices des Indes occidentales, qui sont aujourd'hui le Mexique, comme le piment, et puis il y avait des épices des Indes orientales, comme le curcuma ou le gingembre. Et à partir de ça, mon père a créé sa première composition, qui s'appelait Retour des Indes au pluriel. Donc c'est vraiment pas l'idée de quelque chose qui est né par un voyage et il s'est dit c'est sympa les épices, c'est exotique, je vais les utiliser. C'était en tout cas dans son expression de cuisinier une manière de raconter le pays de Saint-Malo, en plus de tous les produits de saison qu'il avait auprès de ses pêcheurs et des maraîchers qui étaient des amis. Donc aujourd'hui, donc on est dans cette dimension. Donc je suis dans un restaurant. Donc les épices, je les connais depuis toute petite, mais c'est vrai que on a comment dire, un proverbe. À Cancale, on est basé à Cancale en Bretagne, près de Saint-Malo, qui dit partir pour mieux revenir. Et moi, c'est exactement ça. Je suis partie très tôt de chez moi dès la troisième. Je me suis orientée vers des études de droit, d'histoire de l'art pour devenir avocate en marché de l'art, comme tu le précisais, Camille. Et puis, bah, j'ai fait ça pendant 7 ans. Donc, c'était merveilleux, formidable. Et je pensais pas du tout revenir dans l'entreprise familiale. J'avais pris mon chemin. Et puis, en fait, pour revenir encore au restaurant, parce que tout part de là, les clients au restaurant demandaient à repartir avec un petit mélange d'épices que fabriquait mon père pour sa cuisine. Parce qu'à chaque fois, il concevait un plat avec en tête, je vais faire un assaisonnement, un mélange d'épices. Et donc, les clients nous demandaient, je peux repartir avec un petit mélange d'épices pour refaire la même chose à la maison. Donc, c'est vraiment né à la demande des clients. Je pense que si les clients ne s'étaient pas régalés au restaurant, on ne serait jamais dans cette aventure avec les épices aujourd'hui. Et donc, voilà, vous raconter un petit peu la genèse. Et donc, petit à petit, ça a grandi. Alors, au départ, c'était ma nounou et ma grand-mère qui remplissaient les flacons d'épices à la main, écrire les étiquettes, pareil, à la main. Et puis, ben, on a ouvert la première boutique à Cancale, ensuite à Paris. Et tout ça prenait un peu une certaine ampleur et se poser la question de recruter quelqu'un pour chapeauter un petit peu toute cette activité qui est née, encore une fois, du restaurant. Mon frère, entre-temps, était revenu cuisiner dans le... Voilà, aujourd'hui, Hugo a repris complètement la cuisine. Il n'a jamais cuisiné avec mon père et donc il crée sa propre cuisine toujours avec les épices, mais dans un autre esprit, avec sa propre personnalité. Aujourd'hui, dans son restaurant, le Coquillage. Et quand lui est retourné il y a près de 12 ans maintenant, il m'a dit, bah, tu sais, ça va être beaucoup quand même pour moi, les hôtels, le restaurant, les épices, tu veux pas venir travailler? Moi, j'avais pas du tout pensé à ça. Vraiment, j'étais à 10 000 de ça. J'avais aussi une vision très éternelle, c'est-à-dire que je pensais que tout allait rester, ce que mes parents avaient monté, que tout allait rester comme ça de façon éternelle. Et puis un jour, je me suis dit, tiens, je ne vais pas me réveiller à 40 ans pour ça, je vais essayer, donc à 34 ans, donc il y a 7 ans déjà, j'ai dit, écoute, j'essaye une année, je raccroche la robe pour une année, si ça me plaît, je reste, sinon je retourne à Paris avocate. Et finalement, je n'ai pas vu l'année passée, et aujourd'hui, je suis toujours ravie d'avoir changé pour rejoindre cette entreprise. Il y a plein de projets. Et au quotidien, donc pour vous dire mon métier, donc c'est effectivement de poursuivre ce travail d'assemblage, de composition d'épices. Comment on marie les épices entre elles. Donc mon père a créé beaucoup de recettes pour sa cuisine. Aujourd'hui, voilà, à mon tour, j'en crée. Hugo aussi, mon frère. Voilà, on est ce petit collectif qui en permanence essayons en tout cas de proposer des choses, des compositions d'épices dans la créativité. Pour tout ce qui est mélange culturel, donc vraiment on n'a pas la prétention moi je ne suis pas née avec le bon goût du garam masala, donc on fait beaucoup de collaborations avec des personnes qui sont passionnées et compétentes dans la cuisine culturelle concernée. Et mon quotidien, bah, c'est de trouver effectivement les plus belles épices, enfin selon notre cahier des charges, et les plus belles plantes aromatiques.
Euh, et donc, je voulais absolument cette transmission en douceur parce que mon quotidien consiste beaucoup à déguster les épices. Tout ce qui arrive et tout ce que vous voyez dans nos boutiques, en fait, a été dégusté, travaillé à Cancale, dans notre cuisine laboratoire, où de manière très régulière, on fabrique, voire toutes les semaines, les mélanges d'épices pour être dans cette fraîcheur. Et donc, voilà, je passe beaucoup de temps à faire des dégustations, à Et m'occuper. Oui, avant que tu partes dans le détail ouais. de ton métier lui-même, j'aimerais qu'on pose une question fondamentale parce que, en fait, pour beaucoup, c'est pas très clair et on nous le demande souvent en atelier. Est-ce que tu pourrais nous dire qu'est-ce qu'une épice? Comment on définit une épice? Et puis peut-être, puisque tu viens d'en parler aussi, qu'est-ce que pour vous, en tout cas, dans la famille Rollinger, une bonne épice? Alors, c'est une question tout à fait fondamentale. Je vais vous livrer ma définition qui est tout à fait subjective. Donc, le monde des épices, déjà, on est dans le végétal. Une épice, ça n'appartient pas au monde animal ni au minéral. C'est forcément une plante et plus précisément une partie d'une plante qui peut être une feuille, une pétale, je pense à la pétale de rose, ça peut être des stigmates, ça peut être des racines, des rhizomes, une écorce pour une écorce d'un arbre, pour la cannelle. Euh, des graines, je crois que je vous ai tout dit. Et en fait, cette partie de cette plante, la particularité, c'est qu'elle va être naturellement, évidemment, un fruit, énormément de fruits, de baies qui sont des épices. Je pense notamment au poivre. Et ce qui est incroyable, c'est que cette partie de plante va être naturellement parfumée ou et avec du goût. Et c'est ça la définition de l'épice en fait. Et on est vraiment dans une botanique parfumée et goûtue, naturellement ou après un processus. Je pense notamment à la vanille qui, quand sur la plante, cette orchidée, c'est ce gros haricot vert. Dans la nature, il n'est pas vraiment parfumé, mais après toutes ces étapes de transformation, moi j'aime bien parler de métamorphose pour les épices, eh bien on arrive à cette saveur, ce goût de vanille que vous connaissez, mais de manière naturelle, sans procédé chimique. Et en fait, l'utilité de l'épice, c'est d'assaisonner, c'est-à-dire de donner du goût aux plats, aux boissons, et ça depuis des millénaires en fait. Donc voilà pour expliquer qu'est-ce qu'une épice. Alors on me demande souvent la différence avec les aromates. Donc les scientifiques disent en fait ce qui distingue l'aromate de l'épice, c'est l'aspect chlorophylle. À partir du moment où il y a la chlorophylle, ils disent ah bah non, c'est plus une épice, c'est un aromate. Bon, moi je suis pas aussi effectivement, je reçois cette définition, mais en tout cas, que ce soit les plantes aromatiques et les épices, elles ont cette vertu incroyable d'être naturellement parfumées et de donner des parfums à notre cuisine ou à nos mets, et cela depuis la nuit des temps. Mon père a une jolie formule qui dit, voilà, les épices ponctuent la cuisine comme la ponctuation en littérature, en fait. Il a toujours cette phrase et c'est tellement vrai. Et ça, depuis dans plein de cultures, la France, on y reviendra, a eu un peu des amours avec les épices. Euh, alors, je ne sais pas si j'ai été claire, Camille, par rapport à répondre finalement. Non, tu as été clair, mais Qu'une c'est vrai que épice. du coup, je pense à cette définition que tu donnais de l'aromate plutôt avec chlorophylle, mais du coup, par exemple, ils sont faits du za'atar, qui a Eh ben oui, dedans ouais. une sorte de thym qui est donc chlorophyllé, mais on est dans le. Voilà, bon, on Alors, pourrait. c'est Je pense vrai, que. souvent, par rapport à la définition, au départ, l'épice, au tout début, c'était tout ce qui sortait de la terre. Épice, c'est très proche du mot espèce, species en anglais, spice, on n'est pas loin de tout ça. Et avec le temps, progressivement, ça a été des ingrédients
qui venaient de loin. Notamment le café, le cacao, je les mets dans les épices parce que là encore, en fait, on peut assaisonner avec du thé. Naturellement, la feuille de thé, en fait, va donner du goût à une boisson. Pareil, le cacao, vous allez pouvoir, avec le gruet de cacao, donner du goût à une boisson aussi. Donc, je la mets dans les épices. Et du coup, c'est vrai qu'on a dans notre imaginaire, quand on parle d'épices, moi, tout de suite, on me parle de voyage. On pense de quelque chose de lointain, à l'opposé de nos aromates qu'on trouve dans nos jardins. Donc, c'est vrai, Camille, ce que tu dis par rapport aux ahatars, moi, j'ai aussi à l'esprit la notion de la feuille de curry, qu'on appelle aussi caripoulet, qui en fait pousse sous les tropiques. Alors, on peut en avoir un peu dans sa cuisine, mais là encore, on pourrait se dire, mais c'est un aromate ou une épice. Et ce qu'on peut parfois dire, c'est que finalement l'épice, on pourrait dire, c'est l'épice qui pousse pas c'est la plante qui ne pousse pas dans ton champ. Mais je trouve que ce serait réducteur. Et je trouve qu'il faut au contraire rassembler et être dans cette idée que voilà, c'est de la botanique parfumée et comestible. Moi, j'ai cette formule qui dit que les épices, ce sont des trésors comestibles. Et j'y intègre dedans les aromates. Comme ça, il n'y a pas d'histoire avec le zaatar ou le feuille de curry. Voilà, en fait, toute cette farandole de plantes, chlorophyllées ou non, va assaisonner les épices. Avec cette sous-catégorie, si on veut, pour les aromates. Et que l'épice vienne, même s'il y a plein d'épices en France, en fait, ça ne change pas la définition, en fait, par rapport à... Je prends pas en compte l'espace dans ma définition de l'épice. Alors effectivement, Charlotte Baucher sur le chat mentionne le côté sec versus frais, qui pourrait être aussi utilisé comme une différenciation entre épices aromates. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous prenez en compte ou En fait, on peut aussi avoir des aromates. Tu peux utiliser des aromates frais dans ta cuisine et aussi l'hiver des aromates séchés. Donc on reste dans l'assaisonnement, mais elle a raison dans le sens où, en tout cas, ce qui est intéressant avec les épices, c'est qu'il y a cette notion de pour pouvoir les utiliser, on peut les utiliser de plusieurs manières. Les épices fraîches, je pense à du gingembre frais en rhizome, c'est super bon, et en même temps, on a plaisir à utiliser de la poudre de gingembre. Qui est par définition justement a été séché, les pétales de gingembre ont été séchés au soleil. Après, la vertu de ce côté séché, c'est que quand ça vient de loin, on transporte pas d'eau, et j'y viendrai tout à l'heure dans la partie durabilité justement. Ok. Donc c'est une bonne remarque. Oui, et du coup, pour toi, à la maison Épices Rollinger, qu'est-ce que tu recherches? Qu'est-ce qu'une bonne épice? Quel est ton idéal de l'épice? Alors, elle a pas mal de critères, déjà d'un point de vue humain et environnemental. Il faut que l'épice soit déjà, je vais la choisir, adaptée à un certain terroir, en fait. Je pense notamment, voilà, il y a des très beaux... où je réfléchis aussi d'où l'épice est endémique. Je pense au poivre, dont le berceau est le sud de l'Inde, dans ces collines. En fait, c'est quasiment dans des jungles. Et là, en fait, c'est un terroir qui permet d'avoir un très joli poivre. Aussi, par exemple, plus proche de nous, je travaille avec un safran de la baie du Mont-Saint-Michel, et en fait, dans un sol très sablonneux, il y a des très bons résultats derrière en termes de gustatif, en fait. Donc voilà, je raisonne territoire. Toujours pour parler du territoire, il faut que ce soit dans un environnement préservé, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de culture intensive autour, que lui-même, l'agriculteur ou le producteur avec qui on va travailler, va être au maximum en bio non intensif ou en culture raisonnée, qu'il soit quelqu'un déjà de engagé par rapport à à une conscience de l'environnement, mais très souvent, en tout cas les gens avec qui je travaille, c'est plutôt des gens très qui ont à cœur, en tout cas s'ils font ce métier, c'est parce qu'ils aiment la nature. Et donc ça, c'est pour le point de vue environnement. Le facteur humain, il faut bien que je m'entende avec les personnes, qu'il y ait une espèce de loyauté, de confiance. Et ça, c'est des liens que je m'emploie à tisser au fil des ans, des liens que mon père a tissés, qu'aujourd'hui, je travaille avec les enfants des producteurs avec qui il travaillait. Donc ça, c'est là où la notion de durabilité est intéressante.
Donc l'humain est fondamental parce que quand il y a un problème, on peut aussi se parler. Donc j'accorde énormément de place à ça. Par rapport au prix, je ne discute pas le prix, c'est-à-dire que le prix qui va m'être proposé à partir du moment où c'est pas déraisonnable, je vais l'accepter. Dans le sens où derrière, moi, j'ai envie que, en tout cas, le producteur avec qui on travaille ait envie de transmettre, ait envie de continuer son activité, que ce soit rentable pour lui. Parce que la culture, le monde agricole, c'est beaucoup, beaucoup d'efforts, beaucoup de travail, clairement. Et derrière, qu'il ait envie que peut-être ses enfants fassent la même chose, ou en tout cas de transmettre, donc être dans cette notion de humaine, de durabilité. Aujourd'hui, on est à un vrai enjeu que moi, je me pose beaucoup la question de qui va nous nourrir demain par rapport aux enjeux agricoles. Compte tenu de la dureté, on voit ce phénomène en France, mais je le vois aussi dans toutes les parties du monde parce que c'est des métiers difficiles qui sont pas toujours valorisés. Donc moi, j'essaie en tout cas de donner le meilleur prix pour avoir la plus belle des qualités. Et derrière, en fait, donc je parlais d'environnement humain et aussi, évidemment, après, il y a le côté organoleptique, côté visuel, goût, parfum. Il faut que tout ça soit validé. Et puis, quelque chose d'un petit peu moins glamour, mais ça fait vraiment partie, c'est toutes les analyses, que ce soit pesticides, microbiologiques, métaux lourds, etc. On a tout un cahier des charges pour passer au crible tout ça, en plus de tout ce cahier des charges. Voilà un petit peu comment on procède. Beaucoup de critères. Et du coup, aujourd'hui, vous bossez avec combien de producteurs dans le monde? Et dans combien de régions? Je n'ai pas la cartographie là sous les yeux, Ouais. mais au quotidien, voilà, j'ai à peu près 200 personnes au quotidien avec qui je suis en contact, qui sont soit des producteurs en direct, soit qui sont en relais pour d'autres familles de producteurs, notamment des petites coopératives. Mais voilà, au quotidien, voilà, les gens avec qui j'échange, c'est à peu près 200 personnes. Et si on compte tout le monde, on arrive à beaucoup plus, en fait. Alors, comment on fait en sorte, tu l'as un peu dit dans les critères de sélection, mais qu'une filière d'épices aujourd'hui soit durable? Il y a aussi toute la prise en compte justement de la distance. Comment vous prenez tout ça en compte dans le modèle? C'est vrai que c'est une des vraies questions. Des fois, je vais dans nos boutiques entrepôts et j'aime bien écouter les clients. Et des fois, j'entends des propos comme ah, si c'est pas français, j'achète pas. Je prends que du local. Alors moi, je suis à 100% pour le local sur tout ce qui est légumes de saison. Évidemment, tout ce qui est produits frais, il faut avoir une démarche locale. Et pour les épices, on en parlait tout à l'heure, l'avantage, c'est que déjà, elles sont, nous, tout ce qu'on propose, en tout cas, il n'y a plus d'eau à l'intérieur. Donc, c'est-à-dire que dans le transport, il y a beaucoup moins ça fait beaucoup moins de poids. Donc, si je parle en tout cas d'achat d'épices dans des contrées lointaines, en fait, de dire qu'il n'y a pas d'eau, déjà, c'est un poids en moins dans le transport. Ensuite, quand je vous parlais tout à l'heure des territoires, on peut pas. Autant il y a j'y viendrai, il y a des épices qu'on peut trouver très bonnes en France, autant il y a des choses comme, je pense, la cannelle et le poivre, c'est difficilement délocalisable et ce serait dommage de se couper de très beaux terroirs. Moi, je crois beaucoup à la notion de terroir pour les épices. En tout cas, j'ai pu l'expérimenter à la fois dans les poivres, les safrans, les vanilles. Les profils aromatiques s'expriment vraiment différemment selon les territoires. Donc ça, et ce serait dommage. Je me verrais mal, moi, aujourd'hui, je me projette, je me dirais, imagine, tu achètes tout que des épices produits en France, je vois pas comment je peux l'annoncer avec les familles avec qui on travaille depuis des années. Désolé, j'achète tout en France maintenant, mais je pense qu'ils seraient tristes. Et puis, moi, je me dis, c'est aussi une ouverture au monde, ou une ouverture. Moi, je suis ravie de dialoguer avec eux, d'aller les voir. C'est des échanges humains importants. Sans oublier le fait que pour ces familles, de vendre à la gastronomie française, à des parties prenantes de la gastronomie française comme vous, c'est probablement
une grosse partie de leur budget aussi, de leur c'est un prix premium, un prix fort qui est bien au-delà du marché local. Alors ils vendent aussi au marché local, c'est important pour eux d'être toujours avoir des liens avec de local. On ne prend pas toute leur production et ça c'est important. Mais effectivement, c'est valorisé à un très bon prix pour que ce soit rentable pour eux et qu'ils aient envie de continuer et de donner vraiment le meilleur. Donc, le côté vertueux aussi, c'est de se dire les épices dans notre cuisine au quotidien, on n'en met pas énormément. C'est-à-dire qu'un petit flacon d'épices, il va durer peut-être selon combien de fois vous cuisinez, mais 6 mois, 1 an dans votre placard. Comparé à une bouteille de jus de fruits ou une bouteille de vin, que vous allez finir beaucoup plus facilement. Déjà, on n'en met pas beaucoup et on se nourrit pas d'épices. Donc, c'est cet assaisonnement, ce petit plus qui va donner un goût incroyable à votre plat. Petite précision, tu vas me recentrer, Camille, mais c'est vrai que j'ai oublié de dire, c'est que épice ne veut pas dire forcément épicé. C'est vrai que souvent les gens disent oh non, j'aime pas les plats épicés, j'aime pas les épices, j'ai horreur de ça. J'ai des remarques comme ça. Alors moins aujourd'hui, mais il y a 20 ans quand on a lancé la boutique, on avait vraiment des remarques, mais vous êtes complètement dingue, ouvrir une boutique d'épices à Cancale, vous êtes fou en fait. Et c'est vrai que les épices, c'est avant tout des parfums, des goûts. Alors, certes, il y en a qui sont piquantes, comme le piment, le poivre, des épices de feu, comme le gingembre, mais il y en a qui sont très douces, comme la vanille, la muscade, la fève tonka. Donc, petite parenthèse. En termes d'acheminement... Oui, pardon, vas-y sur l'acheminement. Oui, sur l'acheminement. Donc, d'un point de vue culture, on peut être vertueux quand on respecte l'environnement avec tout le cahier des charges que je vous ai déroulé tout à l'heure. Et dans l'acheminement, moi, je fais en sorte de donner mes prévisions aux producteurs avant qu'ils commencent leur culture. Donc, ils savent exactement ce dont j'ai besoin. Et ensuite, c'est acheminé une fois par an. C'est-à-dire que je fais le choix d'acheter tout ce qu'il me faut d'un coup et pas en plusieurs fois, ce qui fait que ça fait un seul transport. À plus de 80%, je suis par bateau et je commence à faire un peu à voile, notamment pour un curcuma de Guadeloupe où là, il est depuis le départ transporté par des voiliers, soit de croisière. Aujourd'hui, voilà, je suis pas mal en relation avec différentes compagnies maritimes qui offrent des bateaux, un transport à la voile adéquat. Donc voilà, c'est mes chantiers là du moment. C'est super. Et petite remarque de Candice qui dit ceux qui pointent l'importation des épices ne se rendent pas compte de la dissonance cognitive quand ils vont sur Temu ou Shine, par exemple. C'est vrai que tu vois la référence. Ouais, je comprends. Ça n'a pas de sens d'aller acheter, de critiquer l'import des épices et d'aller acheter tout chez H&M ou Shine, voilà, en ligne. Fermer la parenthèse des dissonances cognitives. Tu parlais effectivement du fait qu'un épice n'est pas forcément piquant, n'est pas forcément épicé. Un épice, c'est d'abord de l'assaisonnement, du goût ajouté, et on avait envie de parler ensemble. On s'est dit de cette idée de rendre l'alimentation encore plus durable grâce aux épices. D'embellir finalement notre alimentation grâce aux épices. Quels sont un peu tes conseils et ta vision là-dessus? Alors, je fais juste, avant de répondre à la question, une petite parenthèse pour dire que il y a beaucoup d'épices en France magnifiques. Je pense notamment au piment d'Espelette, à différents safrans, et puis toutes les plantes aromatiques. Moi, je m'engage à acheter toutes les plantes aromatiques en France, où je fais une exception avec la Sicile parce qu'on a un super producteur là-bas. Et ça aussi, et pareil pour la France, moi j'ai cette même réflexion de me dire, pareil, j'achète au prix fort pour que ce soit durable dans le temps, que ce soit des gens qui se mettent dans les plantes aromatiques et qui ne changent pas de métier en disant non, c'est trop dur, et être dans cette durabilité. Voilà, c'était cette petite parenthèse que je voulais ajouter. Donc, effectivement, les épices, le pouvoir des épices dans l'alimentation, et pourquoi depuis la nuit des temps, les personnes s'y intéressent. Et que ce soit une épice des lointains ou plus proche, je pense qu'il y a une idée de goûter un paysage à travers l'épice. Je pense qu'une épice, c'est pas seulement la plante elle-même, c'est une identité.
de la personne qui l'a cultivé et qui l'a transformé au sens séchage, trié. Et nous, dans notre alimentation, bah, c'est vraiment, je pense qu'il faut vraiment le voir comme un petit luxe qu'on s'offre, mais encore une fois, un luxe pas trop cher dans le sens où on n'en met pas beaucoup finalement. Et en tout cas, par rapport à la transition alimentaire de demain, où on doit être dans une alimentation beaucoup plus végétale, et ben ce qui est incroyable avec les épices, c'est que en fait, ça va être dans cette idée de assaisonner le végétal par du végétal, puisqu'on a vu que les épices c'était que du végétal par définition. Donc ça, en soi, c'est extraordinaire. Moi, je me vois, enfin, je cuisine, mais vraiment pas comme une cuisinière. Je suis vraiment une cuisinière de la maison, domestique. Et un poireau à l'eau ce soir, j'en ai pas du tout envie. Par contre, un poireau vinaigrette en rajoutant pourquoi pas un peu de curcuma dans ma vinaigrette, déjà ça me fait plus envie. Et pareil, on est à la saison des potages, des soupes. Eh bien, bah, ce qui est incroyable, c'est que vous pouvez vous faire une soupe poireau pommes de terre tous les soirs, 3 soirs de suite, et en l'assaisonnant différemment, soit avec je pense des épices brutes, pourquoi pas cumin, coriandre. Un autre jour, vous faites curcuma, piment, et vous aurez des saveurs différentes en fait. Et du coup, en fait, l'épice va apporter un relief, un souffle à votre cuisine. Mais encore une fois, je vous en parle, mais depuis l'Antiquité, depuis bien avant, dans différentes cultures, ont assimilé bah, cette richesse en fait, et c'était vraiment vu comme une sophistication et un degré élevé de civilisation d'utiliser des épices parce que je pense aussi à une idée de se faire plaisir dans sa cuisine en fait. Enfin, si vous aimez cuisiner, de mettre juste même quelques moudres, un peu de poivre sur un fromage frais avec un peu d'huile d'olive, euh, bah, direct, on est emporté. Le pouvoir des épices aussi, c'est donc, je disais, apporter du goût, du relief. Avec, moi, je parle d'un petit rien qui va tout changer, mais c'est aussi derrière, d'un point de vue santé, peut-être de manger moins sucré. Là, je pense à des épices comme la cannelle et la vanille, qui va vous permettre dans vos recettes de pâtisserie de mettre un peu moins de sucre, parce qu'elles ont en soi un pouvoir sucrant. Faites l'expérience de boire avec votre café ou votre thé du matin, vous rajoutez un peu de cannelle moulue. Ah bah déjà ça va tout changer. Et si vous aimez le sucre, bah vous allez peut-être pouvoir progressivement remplacer le sucre par cette cannelle qui paraît être excellente pour la concentration. Voilà. Là, tu fais, et je me permets d'intervenir parce que tu fais vraiment écho à quelque chose qui tient vraiment à cœur à toute l'équipe de l'école comestible et toutes les référentes et les référents qui animent des ateliers dans les écoles, parce que c'est vrai que notre objectif, c'est finalement de faire aimer le végétal, l'alimentation plus végétale aux enfants, et que une petite pointe d'épices qu'ils aiment et qui les intéresse peut tout changer dans ce rapport au végétal. Et même si on n'est pas sur un atelier épices en soi, qu'on peut être juste sur un atelier cagette, mettre une pointe de cumin sur un radis que les enfants n'ont pas aimé, ou une petite tranche crue de navet avec une pointe d'autre chose, peut changer la donne et faire apprécier et goûter le légume aux enfants. Donc c'est vrai que ne serait-ce que dans cette éducation-là et dans cette approche-là, même avant la gastronomie, ça a déjà un rôle génial. Et je voulais te demander côté santé, parce que tu dis, c'est vrai que ça fait des siècles que on s'intéresse aux épices dans la cuisine. Est-ce que vous réfléchissez aussi à cet aspect un petit peu santé lié à l'alimentation et à l'alimentation végétale? On va y réfléchir pour certains mélanges. Par exemple, il y avait une composition qui existe toujours qui s'appelle poudre des vertus, où là, c'est allier les vertus du curcuma avec la pipérine, le poivre. Et du coup, ça a plus d'effet. Mais on reste très prudent, c'est-à-dire que on ne parle pas du tout d'allégations santé, que ce soit sur nos brochures. On est vraiment dans le plaisir parce que on laisse ça aux herboristes
et aux pharmaciens en fait. On n'a pas cette compétence pour en parler. Mais en fait, ce qu'on voit, c'est que déjà, quand on utilise les épices, moins de sucre, moins de gras aussi, parce que c'est bon, c'est toujours facile de faire bon avec du gras en fait. Je suis de Bretagne, donc je sais de quoi je parle. J'aime beaucoup le beurre salé. Mais en fait, certaines épices comme le gingembre, le piment, le fenugrec, va faire permettre, les utiliser, va faire permettre de diminuer. Ça va être bon sans gras, justement. Donc ça aussi, c'est intéressant de baisser en protéines animales à travers l'usage des épices. Et puis, surtout, moins de sel à travers notamment, là encore, le piment, les algues. C'est vrai qu'on n'a pas parlé, mais on travaille aussi énormément avec des algues de Bretagne. Donc, je les mets pas dans les épices, je vous rassure. Même si on pourrait dire que c'est un végétal marin. Elles sont à part, hein, ces algues. Mais en tout cas, voilà, le fenouil l'utilisation du fenouil va permettre de faire baisser l'utilisation de sel. Donc en fait, rien que pour ça, les épices vont enlever les deux fléaux de notre alimentation, qui sont le sucre et le gras. En tout cas, pas de les annuler, mais en tout cas de les faire diminuer progressivement. Et en ça, c'est intéressant. Pour les enfants, ce que je trouve, et ce que j'ai pu voir l'occasion de le vivre à travers les ateliers de l'école comestible dans les écoles, c'est déjà leur intérêt en fait. Quand je voyais les dessins d'épices qu'ils faisaient suite à l'atelier, et notamment des épices dans leur contexte, j'étais épatée en fait de voir la plante elle-même. Ils m'ont vraiment bluffé. Et ce qu'il faut comprendre avec les enfants, mais vous êtes plus au quotidien avec des enfants que moi, c'est qu'ils ont un goût tout est décuplé en fait, que ce soit les sons, les saveurs, etc. C'est un petit peu des êtres, on pourrait dire, hypersensibles. Donc, il faut vraiment aller à petits pas avec eux, avec les épices, commencer par des épices plutôt douces, leur faire goûter des plantes aromatiques et pas aller tout de suite vers le piquant. En tout cas, pour leur premier pas. Et puis, essayer de leur raconter, en fait, parce qu'ils adorent les histoires, les enfants, et il y a tellement d'histoires autour des épices, et de se dire, en fait, je suis dans ma cuisine ou à l'école avec les enfants, et je leur raconte une histoire d'où vient la cannelle, et de leur faire sentir avant de l'intégrer à l'aliment. Ça, c'est vraiment un conseil. Et pourquoi pas même de voir le bâton de cannelle entier avant de le moudre avec lui, de le concasser, et qu'il expérimente. Et moi, j'ai pu voir qu'ils aimaient bien mettre la main à la pâte, comme vous aussi, vous le voyez dans vos différents ateliers. Et c'est vrai que quand ils voient la transformation, même un poivre, j'avais amené des petits moulins à poivre, et ils s'amusaient à moudre le poivre, évidemment. Donc ça aussi, ils s'amusaient beaucoup avec. Donc voilà, avoir un temps pour leur raconter et qu'ils expérimentent par eux-mêmes, ça me semble important. Juste pour compléter aussi, je me souviens d'ateliers avec des tout petits en maternelle. On avait des petits mortiers, des pilons. On écrasait juste quelques épices mélangées, mais il suffit de 3 grains. Et c'était à la fois, il y avait le geste, le bruit, les effluves des épices écrasées qui montaient. Il y a tellement de choses qui passent à ce moment-là, rien qu'à travers ce moment de tourner le pilon dans le mortier sur les épices, c'est juste génial. Et après, on a besoin de vous pour les histoires, hein, on ne les connaît pas toutes, et on ne veut pas dire de bêtises, donc il faut qu'on ait les histoires. Mais c'est vrai qu'on peut aussi parler, on l'a fait d'ailleurs beaucoup avec toi, quand tu as amené tes grandes cartes géographiques, de parler de la route des épices, de faire de l'histoire géo en fait à travers le monde des épices. Ça a aussi très bien marché. Et on est allé jusqu'à faire ils sont repartis avec leur petit mélange d'épices. Ouais. On avait un mélange pour la soupe du soir, ils étaient repartis avec un petit sachet qu'ils avaient fait, et on avait mixé ensemble. Donc ça, c'était extraordinaire. Enfin, j'ai trouvé ça extraordinaire, et j'imagine après la joie de montrer à leurs parents comment on va assaisonner la soupe ce soir, ou la vinaigrette, ou la purée. Parce que là aussi, les enfants, le végétal, la purée, ça fonctionne bien.
dès la diversification alimentaire, mettre un petit peu de curcuma, mettre un peu de coriandre, justement des épices plutôt douces, ça peut aider en fait à faire ses premiers pas dans les épices. Alors, on va bientôt passer aux questions. Donc, mais juste avant ça, est-ce que tu peux nous dire si en ce moment, il y a une épice ou un mélange d'épices, parce que vous faites beaucoup de superbes mélanges d'épices aussi, qui te tient à cœur, qui est une nouveauté, un truc dont tu as envie de parler, une découverte, je ne sais pas, quelque chose du jour. Alors en ce moment, je suis très harissa. Je sais pas, j'ai besoin de me réchauffer. Et donc, c'est la harissa, c'était une collaboration avec Farida Bedreddine, qui est journaliste, qui est beaucoup sur France Inter et à la quotidienne. Et elle est d'origine kabyle, donc son rêve, c'était de faire sa harissa. Et donc, elle est pas trop piquante, très parfumée. Et en ce moment, j'adore faire une soupe de courge avec de la harissa, tout simplement. Qu'est-ce qu'il y a dans la harissa? Alors, harissa, il y a différents piments, des piments forts, des piments doux. Il y a aussi de la rose, il y a de la coriandre, il y a du cumin, il y a du carvi. Donc, ouais, il y a toute cette farandole d'épices. Et il y a un petit peu de poudre aux tomates séchées même. Ah oui. Et juste, quand vous faites des collaborations, parce que vous faites beaucoup de collaborations comme ça avec des cuisiniers, des artistes, même parfois des designers, voilà, comment vous travaillez? C'est vous testez des choses ensemble ou comment ça marche, ces collaborations? Alors, il n'y a pas de mode d'emploi, chaque personnalité est différente. Donc, par exemple, le curry japonais avec la poétesse Ryoko Sekiguchi, c'était pendant le Covid. Et donc là, on a tout fait à distance. Je lui ai envoyé les prototypes, elle cuisinait avec. Moi, je cuisinais avec parce que, en fait, dans l'élaboration, il faut que ce soit bon, il faut que ça sente bon et que derrière, dans la cuisine, ça marche. Donc, il y a toute une étape, en tout cas à la maison, de tester le mélange en cuisine. Donc elle, avec Ryoko, voilà, c'était en tout cas totalement à distance. D'autres, ils nous donnent la recette et on se débrouille avec. Ou alors parfois c'est une mise au point ensemble, vraiment. Ils viennent et on le fait je sais pas comment dire, on fait les dosages, la recette en live en fait direct. Dans votre petit laboratoire, Exactement. votre cabinet odorant. Ok. Ninon, qui est l'une de nos référentes en école, dit que le mélange d'épices a cartonné. Elle a fait ce mélange d'épices soupe pour que les enfants le ramènent à la maison. Et c'est vrai qu'ils adorent, parce qu'en plus, ça a une vertu géniale de pouvoir ramener des petites choses faites en atelier à la maison pour faire découvrir aux parents. C'est vrai que ça cartonne, ça marche très très bien. Je vais laisser place à quelques questions. Si vous voulez soit l'écrire dans le chat, soit ouvrir vos micros, n'hésitez pas, ou lever la main parce que vous êtes nombreux. On a une bonne quarantaine de personnes aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas à vous manifester si vous avez des questions, des commentaires. Ça peut être sur tous les sujets. Alors, comme les gens sont timides au démarrage, je vais continuer. Effectivement, Marine, qui est aussi une de nos coordinatrices à Lille, pour le coup, parlait de cuisine ayurvédique. Est-ce que c'est quelque chose que vous prenez en compte, ça? Est-ce qu'il y a vous étudiez un peu ce secteur-là? Parce que tu travailles beaucoup avec l'Inde et avec des producteurs indiens. Alors, ça m'intéresse à titre personnel. Donc, par exemple, il y a une poudre qui s'appelle la poudre Jiva, qui sert à faire ce qu'on appelle des golden latte, des laits d'or. Donc là, c'était vraiment une approche ayurvédique en se disant, bah voilà, mélanger des épices dans un breuvage lacté, ça a des vertus. Mais en fait, moi, je suis fait vraiment je me suis fait plaisir et je me suis inspirée de l'Ayurveda pour ça, mais je ne me prétendrai pas du tout spécialiste. C'est vraiment, en tout cas, je trouve ça fascinant. Je regarde ça avec beaucoup d'intérêt et j'ai beaucoup de plaisir à échanger justement quand je vais en Inde avec des docteurs en ayurvédique. Je trouve ça passionnant, tous les liens, leur approche holistique.
mais en tout cas dans notre communication, etc. J'en parle très peu, mais ça fait partie quand même de quelque chose qu'on a en tête. Et pour parler, et n'hésitez pas à m'interrompre maintenant, les amis. Hein, levez la main si vous avez des questions ou des choses à dire. Et Marine, puisqu'on parlait de son commentaire, vas-y. Bonsoir tout le monde, merci beaucoup Mathie. Oh pardon, je suis désolée, je suis dehors. Merci beaucoup Mathie, c'était hyper intéressant. Moi j'ai une question, c'est sur l'utilisation des épices en cuisine. On entend souvent pas mal de choses et des contraires parfois dans l'utilisation même. Est-ce qu'il faut les torréfier, les utiliser au début de la cuisson, plutôt en fin de cuisson? Voilà, c'était un peu avoir ton avis sur ce point-là. Merci. Oui, merci Marine, c'est une très bonne question et bravo d'écouter du froid cette émission. Alors, on peut démarrer. Alors, les épices graines se torréfient. Je pense notamment quand elles sont entières, cumin, coriandre. Ça peut le sésame aussi. Moi, j'aime beaucoup parce que ça permet de. En fait, la torréfaction, pour vous expliquer, c'est dans une poêle à sec. Vous mettez les épices et là, vous mettez à feu moyen plus et vous allez écouter les épices chanter et puis elles vont se réveiller en fait. Donc du coup, la graine de moutarde aussi, c'est génial avant utilisation de la passer en torréfaction. Après, pour les mélanges d'épices, il n'y a pas besoin de les torréfier. Du tout. Pour l'utilisation, par exemple, on parlait de soupe tout à l'heure, quand on se lance pour faire un curry. Alors moi, je vous dis, encore pas cuisinière, mais de tout ce que j'ai pu expérimenter, je mets une matière grasse, que ça peut être du ghee, ça peut être un peu de beurre. Je mets les épices directement, j'ajoute les oignons et quitte à derrière après ajouter mes légumes. Et en fait, du coup, comme ça, les épices s'imprègnent de manière s'imprègne vraiment des aliments, quitte à, en finition, rajouter au moment de finir sa sauce ou au moment de mixer sa soupe, si vous considérez que c'est pas assez parfumé, d'en rajouter un petit peu. En termes de dosage, parce que ça c'est une question qu'on me pose souvent aussi, moi je compte une demi-cuillère à café par personne, quel que soit à part le piment, pour des épices pas trop fortes ou un mélange d'épices, une demi-cuillère à café par personne et vous goûtez. En fait, là aussi, c'est beaucoup du tâtonnement la cuisine et si c'est pas assez parfumé, vous en rajoutez un petit peu. Quelque chose que j'aime pas trop torréfier, sauf pour la recette du cacio e pepe, c'est le poivre. Mais je fais une exception parce que j'adore cette recette. Donc là, je torréfie le poivre. Mais il faut savoir que le poivre torréfié en dehors de cette recette, peut prendre une amertume pas toujours agréable. Et donc, par exemple, en dehors de cette recette, je ne torréfie pas le poivre. Donc, les épices, à part le safran aussi, je vais pas le mettre dès le démarrage. Je vais attendre un peu pour pas. Safran, c'est extrêmement subtil. Je conseille de le diluer un petit peu avant dans un peu d'eau tiède si vous êtes pressé ou mettre un peu d'eau la veille, quelques stigmates et là vous l'intégrez en milieu de cuisson mais pas pas à feu trop fort parce que ça va être toute cette finesse va disparaître. Merci beaucoup. Merci Mathilde. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas. Bonsoir. Oui, à vos micros. Bonsoir, bonsoir, merci Mathilde. Bonsoir. C'est super intéressant on pourrait t'écouter des heures. J'avais une question par rapport à la relation avec ton frère en cuisine. Est-ce que l'inspiration se fait dans les deux sens? Est-ce que des fois il te donne une idée de plat et tu as une sorte de brief pour faire une composition d'épices? Et est-ce que toi, ça t'arrive dans l'autre sens de faire un mélange d'épices sans avoir de plat en tête? Ou est-ce qu'à l'inverse, tu as toujours une idée de plat quand tu fais un mélange d'épices? Ce qui a peut-être été le cas avec le curry japonais, par exemple. Enfin voilà, je me demandais un petit peu dans quel sens ça se faisait. Alors on avance en synergie un peu dans les deux sens. C'est vrai que souvent il va me donner voilà, il va me dire bah tiens pour le homard au cacao j'ai un peu envie de le revisiter.
qu'est-ce que tu me proposes? J'aimerais bien quelque chose de très pimenté dans l'esprit d'un souya qu'on peut trouver en Afrique de l'Ouest. Voilà. Et c'est souvent très urgent. Donc là, je lui propose plusieurs choses. Ou dernièrement, il m'a demandé, tiens, il a ouvert un bistrot et il voulait refaire une sauce poivre. Il m'a dit, bah tiens, fais-moi un mélange de poivre pour la sauce poivre. Donc du coup, ça peut être ça peut être des petites commandes. Mais après, moi, il y a beaucoup de partage, c'est-à-dire que dès que j'ai une idée ou quelque chose d'abouti, en fait, on échange de manière naturelle parce on se voit souvent. Donc, je lui montre et je lui demande qu'est-ce qu'il en pense. Euh, et il est assez franc, donc c'est intéressant. On est un peu en ping-pong, en fait. Merci. Et tu peux aussi créer des mélanges d'épices qui sont pas forcément utilisés au restaurant, mais qui toi, t'inspirent et qui sont vendus à la boutique. Oui, mais c'est vrai qu'il va, des fois, même sans me dire, il va se saisir. C'est vrai que Hugo, ce qui est marrant, c'est qu'il aurait pu dire bah, table rase des compositions de papa, je veux faire mes propres compositions, et en fait, ou ma sœur, voilà, je veux faire les miennes, et pas du tout, en fait, il va, sans nous dire, les mettre à la carte, il va un peu, moi je dis comme un collage dans une œuvre d'art contemporain, il va se saisir de ces compositions qui sont déjà faites, et il va les intégrer dans sa cuisine de manière avec beaucoup de subtilité et délicatesse, mais on va les reconnaître. Mais il va faire ça enfin, comme ça de lui-même en fait. Il a une création très spontanée et il teste. Et si ça lui plaît, c'est à la carte le soir même en fait. Il est beaucoup dans l'urgence et il attend pas un aval de ma part. Enfin, et c'est tant mieux en fait. Du coup, c'est vivant et on n'est pas sclérosé dans nos métiers, nos pratiques. Voilà, il y a un souffle, il y a une liberté en fait qui est intéressante. Merci. Merci pour la question. Merci Mathilde. J'interviens parce qu'on a 2-3 questions dans le chat. On demande, quelqu'un a reçu l'infusion or et demande comment l'utiliser en cuisine. Est-ce que c'est possible de l'utiliser en cuisine? Peut-être. Alors moi, c'est vrai. Alors l'infusion or, il faut savoir, c'est la première infusion qui a été créée. C'est une infusion à base d'épices et un peu de verveine. Elle est assez tonifiante, c'est génial après un déjeuner. Mais l'utiliser en cuisine, peut-être en faire une infusion pour pourquoi pas faire un sorbet de fruits avec parfumé avec cette infusion. C'est ce qui me vient là en fait. Okay. Mais je me lancerai pas dans une poêlée de légumes avec l'infusion or. Non, non. Il faut la garder en infusion, chaude ou froide, c'est intéressant. Et on demande aussi s'il y a des compositions qui ont été abandonnées et pourquoi, si c'est le cas. Alors, on avait une très jolie composition qu'on avait faite avec Bina Paradin, avec qui j'aime beaucoup travailler, parce que Bina est indienne, et du coup, elle a tout ce savoir de sa famille, tous ses secrets de famille pour des magnifiques garam masala et curry. Et elle nous avait fait une super recette pour un biryani. Et je ne sais pas pourquoi, il a pas. C'était peut-être trop tôt, c'était il y a 5 ans, et peut-être si on le refaisait aujourd'hui, il trouverait son public, mais et du coup, on l'a transformé en pulao, quelque chose qui est plus facile à utiliser que les épices du biryani pour justement faire cuire le riz. Donc en fait, je ne veux pas dire qu'on l'a abandonné, on l'a quelque part, voilà, un peu métamorphosé pour. C'est plus tout à fait la même chose, mais peut-être quelque chose de plus facile à utiliser en cuisine. Marie avait une question. Oui, bonjour. C'était en effet très intéressant. J'avais lu après sa sortie le livre écrit par Olivier Rollinger, donc Pour une révolution délicieuse, et je voulais savoir si ce livre-là s'était plus posé sur le papier, le fruit en fait du travail d'une vie, ou si vraiment entre votre père, votre frère et vous, ça avait vraiment marqué un tournant dans votre manière de travailler. Comme si c'était une réaction poussée au dehors, mais qui avait aussi eu des grosses répercussions à l'intérieur de l'entreprise.
Merci pour la question. Alors, c'est difficile de répondre à sa place, mais en fait, mon père, il a écrit ce livre quand il était grand-père pour la première fois. Et donc, ce livre, c'était un peu d'écrire un peu dans l'urgence tout ce qu'il voulait, en tout cas, transmettre à son petit-fils pour un monde demain meilleur. Donc, des choses qui sont qu'on a, qui sont pas, qui font qu'on a déjà intégrées. Et puis donc c'est le fruit de, je pourrais dire dans la première possibilité, c'est le fruit d'une vie de cuisinier engagé en fait. Et puis après, moi c'est ce que je lui ai dit, la barre elle est hyper haute, enfin c'est vraiment challengeant et moi à titre personnel ça m'a mis une claque et je venais d'arriver dans l'entreprise et quelque part le livre date de 2018-2019. Et du coup, le fait de poser sur le papier des choses qu'il nous disait tout le temps, mais de manière informelle, en tout cas, ça fait comme une espèce de charte quelque part, en tout cas, ça m'a, voilà, ça fait partie quelque part du carnet de route, mais sans qu'ils me le disent, mais comme moi, j'étais pas du tout dans ce milieu d'alimentation, etc. En tout cas, c'est des bonnes pratiques que, en fait, qu'il a écrit noir sur blanc, en fait. Voilà, c'était voilà, le fruit d'une réflexion et puis aussi peut-être une boussole pour l'avenir, mais ça, je pense qu'il ne le savait pas, en fait, quand il l'a fait. Merci beaucoup. D'ailleurs, je tiens à signaler que la révolution délicieuse est un terme que nous partageons avec Olivier Rollinger, avec Alice Waters et qu'on utilise beaucoup au sein de l'école Covestine. C'est Alice Waters qui l'a inventé. C'était voilà, ouais. Et papa lui a demandé de lui a emprunté. Voilà, lui a demandé l'autorisation de l'emprunter. Et en fait, il faut savoir qu'il est sorti en poche, ce livre. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et qu'il est même en phase d'être traduit en turc. Voilà. Génial. Donc, il continue sa vie. On se demande quelle est la traduction de Révolution délicieuse en turc. Ça va peut-être un jour. Quelqu'un dont je ne vois pas le nom a levé la main aussi, mais allez-y. Je n'ai pas de nom affiché, donc je ne peux pas dire qui a levé la main. Ça dit « Name not available ». Bon, oui, bon, c'est peut-être moi. C'est vous. Oui, ouais, je m'excuse. En fait, je suis Lia Mérignac. J'intègre à peine donc l'école comestible, donc c'est tout nouveau. Je vais faire des réglages pour la prochaine fois. Voilà, merci beaucoup. Alors, c'est super intéressant. Je suis ravie d'entendre le témoignage de Mathilde. Donc, j'avais une question un peu plus technique. C'était par rapport alors, au conseil de conservation des épices, notamment, je pense à la maison, parce que même si, bon, c'est indiqué, etc., on a plutôt tendance à les garder longtemps. Donc, je voulais savoir s'il y avait des risques, même s'il n'y a pas beaucoup d'humidité, de les garder longtemps et qu'est-ce que ça, voilà, s'il y a des risques pour la santé ou pas, quels sont les conseils à nous donner. Merci. Alors, les épices elles ne vont pas. Enfin, nous, dans nos pratiques, on met pour les épices brutes 2 ans. Où en fait on considère que d'un point de vue organoleptique, parfum et goût, ça ne va pas bouger, à condition que les épices soient conservées à l'abri de la lumière et dans un placard ou un tiroir, parce que les 2 ennemis des épices, c'est la lumière et l'humidité. Et clairement, la lumière, vous laissez des pots d'épices dehors au soleil du jour, un piment, il va vite rancir, ça va aller très très vite. Donc important de stocker dans des bonnes conditions. Ensuite, pour les mélanges d'épices, on met une date à 1 an et demi parce que les épices sont moulues. Donc, du coup, elles perdent plus facilement leur parfum parce que quand elles sont entières, elles ont quelque part toutes les huiles essentielles sont à l'intérieur de la petite graine ou de la feuille, donc ça peut se conserver plus longtemps. Après, il va pas si vous dépassez la date, et aujourd'hui, moi, je réfléchis même à allonger mes dates de durabilité, en fait, dans une notion de anti-gaspillage. Faut savoir que l'épice, même si elle a 3 ou 4 ans, mais ce que je souhaite pas, faut comprendre pourquoi vous les utilisez pas, parce que
moi, un de mes souhaits, et d'ailleurs j'espère que c'est que les épices, faut vraiment, enfin, en tout cas, je vous le souhaite parce que ça devienne pas attendre les grandes occasions pour les utiliser, d'en avoir un usage quotidien, tout simple. Mais si jamais votre épice, elle a 4 ans, c'est pas grave, en fait. Elle va être juste moins parfumée. Donc, vous allez en mettre un peu plus, mais il n'y a aucun risque pour la santé. Il ne va pas avoir de moisissure non plus. C'est un petit peu comme le miel, ça va pas moisir. Donc, il n'y a pas de risque du tout. Mais j'espère pas qu'elles vont durer trop longtemps dans vos placards, les épices. Elles vont être tristes. Merci beaucoup. J'avais raté une question de Christelle qui demandait, je crois, si je comprends bien la question, parce qu'on parlait de tout à l'heure de raconter des histoires autour des épices, que je disais, il faut nous donner des idées parce qu'on ne les a pas forcément. Est-ce qu'il y a quelques livres que tu conseillerais? Je sais qu'il y en a un que vous avez fait, notamment. Et est-ce qu'il y a quelques livres que tu conseillerais sur les épices, qui sont un peu des références? Oui, alors mon père avait écrit des livres, mais qui sont épuisés aujourd'hui, donc voilà, donc il faut qu'on s'active clairement là-dessus. Après, il y a un très beau livre, je parlais de Bina Paradin, qui s'appelle L'Atlas des épices, qui parle pas qui raconte, il y a beaucoup de recettes selon les différents territoires du monde et qui raconte quand même un peu l'histoire des épices. Donc, c'est vraiment un très beau livre publié chez Flammarion, qui a eu tellement de succès, qui a été justement réédité là il y a quelques mois. Ensuite, il y a Anne Katorodowski qui a écrit Les épices au quotidien. Et je trouve que c'est un format, je crois que c'est chez Dunod, assez simple, très synthétique. Elle donne une petite recette et elle raconte les épices. Je trouve que c'est bien. Voilà, ce seraient ces deux références que je donnerais. De référence, c'est bien. Et une dernière petite question d'Olivia sur le poivre QBB, qui est dans le mélange poivre des mondes, sa particularité et sa provenance. Alors, le poivre cubeb, qu'on appelle aussi poivre à queue, provient d'Indonésie. Et en fait, sa particularité, c'est qu'il va vraiment apporter un vent de fraîcheur. Il a un côté, donc c'est ce qu'on appelle un poivre cousin. Ça fait pas partie de la famille des Pipernegrum au sens strict. C'est une autre, donc on appelle ça des faux poivres, mais nous on aime bien dire poivre cousin. Et en fait, il va y avoir un côté très frais en fait dans ce poivre. Il est très utilisé dans la cuisine au Maghreb notamment. Par exemple, moi j'aime beaucoup le poivre cubeb avec du jus de myrtille ou de raisin avec un peu de thym. Voilà, une boisson un peu originale. Sylvia, la dernière question. Petite question. Il faut brancher votre micro. Bonsoir à tous et à toutes. J'avais honte de parler parce que mon accent parfois me trahit trop fortement. Je suis mexicaine, cuisinière formée à l'école du Mexique. Et bon, je n'ai pas des questions, c'est plutôt exprimer mon admiration. Mon amour pour la Bretagne est né grâce à votre père et à son resto. C'était mon cadeau de mariage il y a 13 ans quand je suis arrivée ici. Et je suis émue. Et bon, je suis sa reine. Et si jamais, Camille, vous avez besoin d'un coup de main pour des ateliers pour les enfants, c'est quelque chose que j'adore. J'étais en restauration aussi il y a pas longtemps, que j'ai quitté il n'y a pas longtemps, donc, sur la restauration éco-responsable. Et je suis très épice, mais aussi très piment. Donc, merci vraiment, j'ai adoré cette masterclass et merci pour cette démarche sublime de l'école comestible Camille. Félicitations. Merci Sylvia. Merci Sylvia, c'est un magnifique point final pour nos ouais, merci beaucoup. Merci.
Merci Mathilde vraiment pour tous ces partages. On aurait pu t'écouter encore 1 heure, évidemment. On n'a jamais assez de temps. Mais en tout cas, donc, comme je disais au début, on retrouve cette masterclass a été enregistrée. On va la mettre sur notre YouTube. La prochaine masterclass sera le 1er mardi de février. Donc, je crois que c'est le 4, c'est ça, avec Alexandre Drouard de Terroir d'Avenir, que certains d'entre vous connaissent certainement, qui vend de fabuleux légumes en direct producteur pour la restauration parisienne et les clients parisiens. Voilà, donc on vous espère tous et toutes au rendez-vous le mois prochain. Merci beaucoup. Et Sylvia, on se reparle. Si vous voulez venir faire des ateliers, avec grand plaisir. Et Mathilde, oui, bien sûr. pareil. Je vous envoie un petit message. Un petit message. Et Mathilde, je pense que les filles en Bretagne sachent qu'avec Maude, qui était là, je crois qu'elle est partie, mais on a aussi des ateliers qui ont démarré à Saint-Malo. Donc, ça se rapproche encore plus. Ah, ça se rapproche, c'est génial. Voilà. Donc, super nouvelle, bravo. On peut s'en reparler. Elles seront avec plaisir de retravailler avec toi. Super. Merci et puis embrasse toute ta famille de la part de l'école comestible. Ouais, merci pour votre écoute et vos bonnes questions. Merci beaucoup. Au revoir tout le monde. Merci pour votre connexion.